évoque d'abord ce rapport publié par le HCP. Il a été publié le 26 octobre dernier. C'est un rapport qui présente les résultats d'une enquête qui a été réalisée par le HCP sur l'évolution du niveau de vie des Marocains. Alors, que nous dit cette enquête réalisée entre juillet 2013 et juin 2014? Eh bien, le premier chiffre que je voudrais vous soumettre, messieurs, c'est celui de l'évolution du niveau de vie. Qui est en nette augmentation, d'après cette étude, avec une augmentation moyenne du pouvoir d'achat de 3,4% entre 2001 et 2014, et surtout l'augmentation depuis 2007. Un commentaire sur cette amélioration moyenne du niveau de vie des Marocains? Monsieur Arafi, je vous vois opiner de la tête. Écoutez, lorsqu'on lit le rapport de la SCP, donc on ne peut être qu'optimiste, en quelque sorte. Mais toujours, on a le verre est dans le fruit. Hein? Donc, d'après les chiffres qui ont été déclarés, donc, on a le revenu moyen annuel qui a été augmenté de 11 000 dirhams à 19 000 dirhams dans l'espace de 4 exercices. On a aussi le niveau de vie, aussi, comme vous l'avez souligné, a été augmenté de 8 300 dirhams à 15 900 dirhams. On a les dépenses... Il a presque doublé. Il a doublé. Hein. Il a doublé. Aussi, les dépenses de consommation alimentaire dont le budget des ménages est passé sur la période de 2014 de 41 à 37 signifie que les tendances consommatrices des citoyens tendent vers d'autres choses autres que l'alimentation. Mais cette situation n'est pas transposable pour le milieu rural. Oui, on reviendra tout à l'heure sur les écarts, donc, mais le taux de pauvreté aussi a connu une diminution très nette de 15,3% à 4,8% à l'échelle nationale, avec 1,7% en milieu urbain, sans signification statistique. Mais il reste toujours important au niveau de milieu rural, qui était de 25%. Aujourd'hui, il est à 9,7%. Mais comme je disais tout à l'heure, nous avons toujours le verre est dans le fruit. Avec tout l'effort au niveau de l'NDH, l'effort de réhisser le niveau de vie de la population, on a encore, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, 1,6 million de pauvres au niveau national. Alors, je me permets de vous interrompre, vous parlez du verre qui est dans le fruit. Je voudrais juste citer M. Ahmed El-Halimi, le haut commissaire au plan, qui dit ceci: il faut cependant éviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles, comme ceux que l'on vient d'évoquer, n'occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté, qui reste un phénomène toujours de trop. Et juste pour vous citer un chiffre, en 2014, on dénombrait 1,6 million de Marocains en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais faire réagir le CNDH sur ces chiffres. 1,6 million de Marocains en situation de pauvreté absolue. Et puis d'abord, peut-être cette question, il y a des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de pauvreté absolue. Quelle est la différence, quel est le seuil pour déterminer les uns et les autres? En fait, c'est des mots qui font l'état de mots de société. Donc nous sommes face à une situation alarmante, parce qu'il y a une interpellation de tous les acteurs. C'est la question de la disparité et puis la question de la répartition des richesses. Et je crois que le Maroc a été interpellé même au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève lors de l'examen du rapport du Maroc sur le pacte droits économiques, social et culturel. Donc c'était l'occasion aussi pour revenir à cette question aussi de disparité, de pauvreté et bien entendu les engagements de l'État vis-à-vis des citoyens en matière de l'accès aux droits fondamentaux économiques et sociaux, notamment le logement, l'emploi, la santé et l'éducation. Donc, malgré tous les efforts déployés par l'État durant des décennies, nous sommes encore confrontés à des problématiques réelles que l'enquête de ACP n'a que révélé encore une fois.
Et en plus, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai toujours tendance à me méfier aussi des pourcentages, parce que les pourcentages cachent aussi d'autres réalités. Parce que quand on va zoomer vers ces pourcentages au niveau, je dirais, de plus de proximité au niveau des communes, on va voir qu'il y a éventuellement beaucoup de choses à faire au niveau de ce genre de problèmes sociaux et économiques. Monsieur Boustin? Oui, alors, c'est vrai, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut finalement. Des chiffres, bon, 11 000, 19 000, l'augmentation du revenu, l'augmentation du niveau de vie qui a doublé. Bon, on peut ressortir un autre chiffre, que le PIB en 2000-2001 était aux alentours de 40 milliards de dollars. Il est actuellement un peu plus que 100, donc il a été multiplié, lui, par 2,5, alors que les autres revenus n'ont pas. Donc on peut leur faire dire, on peut leur faire dire ce qu'on veut, trouver que c'est positif, trouver que c'est négatif. Bon, maintenant, le taux de pauvreté relative, c'est quoi? C'est quand la totalité des dépenses sont affectées à l'alimentaire. Et ça a été, en 2007-2008, je pense, ça a été défini comme quelque chose aux alentours de 3700, avec une variation entre l'urbain et le rural. Donc ça fait 3700 dirhams. 3700 dirhams, ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait à peu près dans les 10 dirhams par jour. Et le taux de pauvreté absolu, c'est quand on n'arrive pas à couvrir ses dépenses alimentaires. Alors, effectivement, avoir 1,6 million de personnes dans ces cas-là, et 4,2 millions en taux de vulnérabilité, qui est une fourchette, quand on situe le salaire dans une fourchette de 1,5% de plus que le taux de pauvreté, c'est assez inquiétant. 1,6 c'est déjà beaucoup, 4,2 ça fait plus que 10% de la population qui sont en situation alimentaire précaire. Donc ça, il faut le... Maintenant, quand on parle des chiffres de l'augmentation du revenu par habitant, c'est très bien, certainement, mais quand on rentre dans le détail, on va voir que le rythme d'accroissement au niveau rural, ça a été éclaté en deux périodes, la période 2001-2007 et la période 2007-2014, sur la longue période de l'augmentation du revenu. Or, on constate que de 2007 à 2014, au niveau de l'accroissement rural a été plus faible que l'accroissement urbain. Or, 2007, ça coïncide avec 2008. 2008, c'est le plan Maroc vert. On a tellement dit sur Maroc vert, on a tellement dit qu'on voit que finalement, le taux d'accroissement du niveau en rural passe de 4,7 à 2,8, on se dit que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est bien de prendre les chiffres. Le HCP est dans son rôle, il donne les chiffres. Après, c'est bien que les spécialistes, professeurs par exemple, analysent ces chiffres à l'aune d'autres chiffres qui sont... Et les mettent en corrélation avec... Essayer de croiser tout ça pour essayer de comprendre où on va et qu'est-ce qu'on devient. Parce que si finalement, après avoir fait tout ça, après avoir fait tout le travail qui a été fait en matière économique, on se retrouve avec 1,5 million de personnes qui mangent à peine, on se dit qu'il y a quelque chose de grave. Alors, messieurs, ce sommet donc s'est tenu aujourd'hui à Marrakech à l'initiative du roi Mohamed VI. Est-ce que ce sommet qui place l'Afrique au cœur des décisions dans un événement aussi important que celui-là peut être un tournant pour le continent, en ce qu'il apporte une voix unie du continent africain dans un événement international comme celui-là? Monsieur Saïdi. Absolument. On peut parler d'un véritable coup de maître qui est réussi, notamment parce que, au-delà de l'aspect de la question climatique, qui est centrale certes, mais on le voit, c'est d'abord l'expression d'un leadership marocain qui s'exprime. C'est aussi une manière de dire que le Maroc peut jouer le rôle de catalyseur de toutes les bonnes intentions africaines pour porter la voix africaine de manière unie et de manière efficace. En ce sens, le fait de réunir, il faut dire que c'est un sommet, le sommet africain de l'action est organisé en marge de la COP22, mais ce n'est pas un événement COP22, c'est un événement qui est organisé à l'initiative du Maroc et du roi Mohamed VI notamment. Donc c'est un véritable coup de maître que de réussir à réunir 50 délégations avec notamment une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains pour un débat qui a été très riche. On a vu notamment des allocutions qui ont vraiment mis le doigt sur des questions essentielles. Peut-être qu'on en parlera un peu plus longuement. Oui, on reviendra sur toutes ces thématiques abordées. Monsieur Benlabah, une réaction par rapport à ce sommet? Oui, c'est juste ce que je voudrais dire, c'est au niveau de la conférence des parties, la COP22, c'est que on est dans un enjeu international, certes, mais le Maroc, il est parvenu à lui donner une identité. Et son identité, l'identité de la COP22 de Marrakech, c'est l'Afrique.
Et du coup, quelque part, ça nous relie à un moment historique très important dans l'histoire contemporaine du Maroc, celui de 1961, avec en fait la conférence de Casablanca. Et du coup, il y a une jonction. Et c'est là où ça devient très important. C'est-à-dire, quelque part, le Maroc, il est en train de récupérer son leadership panafricain et en même temps de montrer la voie. Bien sûr, il y a l'engagement. Il y a un engagement moral, il y a un engagement économique. Et aujourd'hui, le Maroc, il veut s'engager au niveau du paradigme environnemental. Monsieur Loukili ? Moi, je me situe dans le droit fil de la réflexion de mon collègue. Tout à l'heure, quand j'ai suivi les travaux du premier sommet, d'ailleurs, il faut le dire, c'est le premier sommet africain consacré au climat, eh bien, j'ai pensé automatiquement à 1960. Il y a eu le sommet de Casablanca, le sommet de la libération politique, avec les vétérans, feu Mohamed V, feu Hassan II, Jamal Abdel Nasser, Nkrumah, Sékou Touré, etc. Et puis, il y a le sommet aujourd'hui de Marrakech pour la libération économique et également pour pour un développement humain, un développement durable, respectueux de l'écologie, de l'environnement. J'estime que c'est une confirmation, c'est la confirmation la plus éclatante de la vocation naturelle africaine du Maroc. Encore une fois, l'arbre marocain retrouve ses racines africaines. Une vocation que le roi, d'ailleurs, a mentionnée en plusieurs points de son discours, mais s'il fallait citer une phrase, on citera celle-là. Donc, dans l'allocution qu'a prononcée le roi Mohamed VI tout à l'heure, il a dit « Mon pays entreprendra toutes les actions nécessaires et ne ménagera aucun effort afin de faire entendre la voix de l'Afrique dans les négociations formelles ainsi que dans la mise en œuvre de l'agenda global pour l'action climatique. » Vous savez, juste pour rebondir sur ça, quand on prend les deux discours, parce qu'en 2 jours... il y a eu une allocation effectivement mardi. Sûr. Oui, 2 discours. Alors, quand on essaie juste de voir les éléments de langage qui supportent l'architecture des 2 discours, on retrouve à la fois, il y a un élément personnel qui est relatif à la trajectoire elle-même du roi. Il ne faut pas oublier qu'il a mené la délégation du sommet de Rio en 1980. Donc du coup, on est dans une continuité, il y a une histoire, il y a une trajectoire personnelle. C'est très important pour la légitimité d'un roi et du pays de pouvoir mener ce qu'on pourrait appeler le leadership vert. C'est important. Et en plus, il ne faut pas oublier, moi j'ai retenu au moins 3 éléments importants, 3 éléments de langage dans les 2 discours. Et on insiste énormément sur la responsabilité intergénérationnelle, c'est-à-dire penser à ceux qui vont venir après, donc la jeunesse et les générations futures, insister sur le fait que la colonisation, c'est fini. Il faut être dans une approche de partenariat. Oui, qui a été rappelé par le roi lors de ses précédents discours à Abidjan, à Dakar encore récemment. À 2 reprises. Et surtout, à l'échelle du continent, il a insisté au moins 3 fois sur l'idée de communauté de destin. C'est-à-dire que finalement, aucun pays dans le continent ne s'en sortira tout seul. Donc il faut absolument être solidaire et mutualiser les efforts, donc l'insistance. Et il ne faut pas oublier que le sommet africain de l'action s'est terminé sur une déclaration commune. On peut revenir sur les différentes propositions de la déclaration. Pour revenir à l'agenda africain de la COP, la présidence marocaine est notamment motivée par l'impératif de mettre en place l'accord de Paris et notamment ce financement, de trouver les 100 milliards de dollars nécessaires d'ici 2020. Est-ce que aujourd'hui le Maroc est bien parti avec cet appel lancé pour tout le continent africain aujourd'hui pour mettre en place ces volets opérationnels, notamment sur le plan financier? Parce que le
le roi a beaucoup insisté sur l'aspect financier. Juste un extrait encore de son discours. Les priorités chez les pays industrialisés dits avancés ne sont pas les mêmes que pour les pays en développement. Tout aussi important est l'écart qui les sépare en termes de moyens. S'il est normal que chaque partie défende ses intérêts, les décisions prises et imposées ne sont pas, en revanche, toujours à la portée de tous les pays. D'où le nécessaire soutien financier. Monsieur Saïdi. Absolument. Comme le disait Simile tout à l'heure, on a beau faire de beaux discours, faire les engagements qu'on veut, s'il n'y a pas un échéancier sonnant et trébuchant, ça ne sert absolument à rien. Et encore une fois, j'abonde aussi dans le sens où la COP 22, la COP de Marrakech, est une COP de rupture. On ne pourra plus refaire des COP comme avant, pour deux raisons simples. Avant, le Sud, et notamment l'Afrique, soit subissaient ces réunions où on était là en train de palabrer, soit ils allaient au clash, comme ça s'est passé dans la COP de Copenhague, où la délégation africaine a menacé de se retirer. Mais là, pour le coup, le Sud et l'Afrique en tête ne sont ni dans le clash, ni dans le fait de subir. Ni dans l'attentisme, en fait. On est vraiment dans l'action, d'où le nom du sommet, justement. On est complètement dans l'action, on est dans un aspect complètement pragmatique. Et j'aimerais justement revenir sur la fameuse lettre royale adressée à l'Union africaine lors du sommet de Kigali en juin dernier, qui disait que le Maroc voudrait retrouver sa place naturelle au sein des instances panafricaines, non seulement parce que c'est sa place naturelle, mais aussi parce qu'il peut aider l'Afrique à porter sa voix de manière efficace. Là, justement, la preuve est faite à travers cette COP que le leadership marocain peut se retranscrire de manière très très claire et de manière très fondée. D'ailleurs, il faut pas oublier l'effort qui a accompagné, qui a précédé puis accompagné la COP dans ce sens. Et je pense que maintenant, sans s'engager, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore les conclusions, on n'a pas encore l'échéancier dont je parlais, mais on peut d'ores et déjà dire qu'au moins, la parole africaine a été portée de manière très très claire et de manière unie. Tout à fait. Monsieur Loukini ? Oui. Moi j'estime que ce qui a été fait à Marrakech, et plus particulièrement aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet, qui est un sommet, d'ailleurs un sommet qui, il faut le dire, c'est le sommet de l'Union africaine chez nous. Au Maroc. Et le Maroc est tout indiqué, il a toute la légitimité de parler au nom de l'Afrique, de porter la voix des sans-voix, la voix de l'Afrique. Et il faudrait se référer à ce qu'a dit Sa Majesté à plus d'une reprise tout récemment, à savoir que l'Afrique doit faire confiance en elle-même. Il faudrait, pour paraphraser le souverain, il faudrait l'Afrique aux Africains. Et j'estime que comme l'union fait la force, j'estime que en fédérant les efforts à l'occasion du sommet de Marrakech, eh bien, au niveau du financement, on verra beaucoup plus clair la transparence, l'accès au financement. D'ailleurs, les réactions de tout à l'heure d'un certain nombre de chefs d'État au discours de Sa Majesté, et on ne peut plus éloquente. Monsieur Saïdi ? En tout cas, je pense que tout le monde s'accorde à dire que la politique de la chaise vide ne nous a pas réussi. Et on commençait à le sentir de plus en plus, notamment en 2009, avec la présidence de la Commission de l'Union africaine, présidée par Madame Zouma, qui commençait à faire valoir des initiatives contre l'intégrité territoriale. De manière très très claire, l'Union africaine est la seule instance internationale qui reconnaît la pseudo-raste. Il y a une position de principe de se dire on ne peut pas siéger à côté d'un pseudo-État. Et puis il y a le pragmatisme politique qui dit il faut le combattre de l'intérieur. Je pense qu'on l'a compris, on a changé de paradigme. On était dans le bilatéral avec l'Afrique de l'Ouest et ça nous a bien réussi puisque c'était une relation win-win, c'était certes diplomatique, c'était aussi économique, c'était culturel. Mais ce n'est pas forcément la fin des relations bilatérales. Lors de cette tournée, il y a eu beaucoup d'accords signés. Il y en a eu 19 au Rwanda, il y en a eu 22 en Tanzanie. Le bilatéral est nécessaire, c'est une première couche. Maintenant, le multilatéral, c'est une couche qui vient en appoint. Moi, ce que je voulais dire, c'est juste que, justement, pendant une décennie, on a bien développé les relations avec l'Afrique de l'Ouest. Et là, on le voit
On va vers l'Afrique de l'Est, et notamment donc, avec le Rwanda et la Tanzanie, et donc bientôt l'Éthiopie. Il faut dire justement que, dans ce sens, le Maroc a changé de paradigme. Il a changé même son dispositif diplomatique, puisque, oui, on le sait, on a changé 80% de nos ambassadeurs sur le continent, et aujourd'hui on a une trentaine d'ambassades sur le continent africain. Absolument, donc il y a eu plus d'ambassadeurs, plus de pays couverts, mais aussi il y a eu des éléments clés, des éléments de lecture clés dans ces nominations. Le fait que l'ancien directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères devienne ambassadeur du Maroc au Nigeria, ça montre le poids qu'a le Nigeria. Le fait dont le roi a reçu le président, d'ailleurs, aujourd'hui même. Il a reçu Mohamedou Buhari aujourd'hui dans le cadre du sommet. Absolument. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un vrai changement de paradigme. Et puis, le Maroc n'est plus... moi, la politique de la chaise vide, ce qu'elle nous a coûté, c'est que justement, on le voit par exemple avec le Rwanda ou avec des pays similaires, c'est des gens qui ont une position qui reconnaît la pseudo-race, mais parce qu'ils n'ont jamais eu d'arguments contradictoires. Parce que, nous, il y avait une position de principe, du moment que vous reconnaissez la race, on ne peut plus parler. Je pense que le pragmatisme diplomatique fait que il faut aller voir même ceux qui sont contre nos idées pour faire valoir les arguments. Et on voit que les choses peuvent évoluer très très rapidement, que ce soit pour les pays nordiques dans un autre registre, mais aussi pour les pays africains qui jusqu'à... avoir un plaidoyer. Avoir un vrai plaidoyer. Monsieur Loukili, je suis désolée, il nous reste très très peu de temps. Vous avez 10 secondes pour le mot de la fin. Non, à la question que vous avez posée, la réponse est on ne peut plus claire, c'est le sommet africain d'aujourd'hui. La présence du Nigeria, la présence et d'une vingtaine de chefs d'État du Zimbabwe, la présence de l'Algérie. Oui. Monsieur Amamra était là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc est maintenant, il a retrouvé sa place légitime. Et puis, je voudrais également faire un clin d'œil, 10 secondes, un clin d'œil également au revirement spectaculaire sur le plan diplomatique et sur le plan du discours de monsieur le secrétaire général sortant des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon, qui n'a pas tari d'éloge sur Sa Majesté, sur le peuple marocain. Donc, c'est dire que la diplomatie marocaine est en marche, est en ordre de marche, et l'Afrique est le terrain par excellence de l'activisme diplomatique à venir de notre pays. Alors, je vous le disais, l'actualité, c'est cette campagne de recrutement des nouveaux enseignants. Avant de revenir sur le pourquoi de cette campagne, on en est où aujourd'hui en termes de dossiers de candidatures reçues? Et puis, combien à peu près seront retenus? C'est aujourd'hui que ceux qui ont candidaté vont savoir s'ils vont pouvoir passer le concours ce week-end. Très bien. En tout cas, juste pour rappeler que l'opération est très stratégique pour le ministère aujourd'hui. Donc, grâce à l'intervention de Sa Majesté le Roi, la situation qu'on a vécue il y a quelques semaines avec la rentrée scolaire 2016-2017 qui n'était pas du tout acceptable pour s'inscrire dans la vision 2015-2030. Donc heureusement, cette intervention royale a permis quand même de faire déjà un premier appoint. C'est un premier, je rappelle, c'est un premier appoint pour 2016 avec 11 000 enseignants, avec bien sûr le mode qu'on peut discuter par la suite, le mode de contractualisation structurelle. Donc là, aujourd'hui... Ces instructions, pardon, on rappelle juste des exemples, mais ces instructions royales sont intervenues parce qu'on a eu des classes avec des effectifs jamais atteints au Maroc. Je vous donne juste un exemple d'une école du quartier Haï Hassani à Casablanca, l'école Farah, qui est l'école aujourd'hui la plus encombrée de la ville de Casablanca, puisqu'il y a 11 professeurs pour 610 élèves et il y a des classes avec 48 à 54 élèves par classe, d'où l'urgence de ces mesures. Donc j'étais en train juste de dire que le ministère avait sa carte scolaire. On connaissait vraiment, au niveau de tout autre Marocain, on connaît l'encombrement qui était vraiment en situation critique. Là, bien sûr, il faut dire aussi pourquoi. Parce qu'on n'avait pas donc, le nombre suffisant des enseignants, surtout avec le départ massif en retraite, limite d'âge anticipé, sachant que le ministère a toujours eu une visibilité sur 5 ans, au moins 5 ans. Donc aujourd'hui, nous avons un départ massif pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20. Donc ce premier appoint de 11 000, il va être poursuivi avec un second appoint pour 2017. Et donc ça va permettre vraiment déjà d'éradiquer, de faire face à l'encombrement jusqu'à un certain niveau
d'optimisation. Alors, on va revenir après sur tout ça. Vous dites que le ministère a une visibilité, mais pourquoi est-ce qu'on a accusé ce retard dans la prévention de ce manque d'effectifs? Est-ce que la grève des enseignants stagiaires, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette question, l'année dernière, est-ce qu'elle a entravé le recrutement de nouveaux professeurs? Non, pas du tout. Ce n'est pas question de grève, mais c'est question de, premièrement, la visibilité en termes de planification de la carte scolaire. Et toujours, je reprends, c'est très officiel, c'est très disponible pendant 5 ans. Mais vous savez que pour chaque année, la loi de finances, il y a des contraintes macroéconomiques qui, parfois, dépassent le cadre de l'éducation. Et lorsqu'on demande un chiffre, bon, on n'aura pas nécessairement la capacité d'avoir ce chiffre. On reçoit un nombre de postes budgétaires qui est parfois inférieur. Là, bien sûr, pour des raisons objectives, certainement, au niveau du gouvernement. Et donc, voilà un peu le cumul qu'on a eu aujourd'hui. Donc, je reprends que c'est un cumul qui va être aujourd'hui résorbé à travers ce 11 000. Et il y a encore un chiffre, j'imagine, qui sera également substantiel pour 2017. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un appoint pour sauver l'année scolaire en cours. Pour sauver la rentrée scolaire, il faut aussi expliquer ce terme sauver pour faire face déjà à la situation de l'encombrement et passer vraiment aux réformes que nous voulons faire durant cette année. On ne peut pas imaginer une réforme. Il y a plusieurs aujourd'hui actions prioritaires qui sont en train d'être mises en œuvre. On ne peut pas les imaginer avec une classe qui dépasse parfois 50, 60, 70. Donc heureusement, avec ce 11 000, je suis certain qu'on aura à dépasser cette situation et passer à l'essentiel, passer aux aspects qualitatifs. Quel est avant de faire réagir nos invités, le calendrier de cette campagne de recrutement? Aujourd'hui, donc, des candidats qui vont passer le concours vont le savoir. Le concours a lieu vendredi et samedi. Les résultats seront connus quand et quand est-ce qu'ils pourront effectivement entrer en exercice? Ce qui est sûr aujourd'hui, donc il y a déjà une feuille de route qui a été bien tracée. Donc aujourd'hui, on a vraiment à peu près 94 000 de dépôts de dossiers qui sont aujourd'hui faits. C'est déjà un chiffre. 94 000 candidats. Absolument. C'est des chiffres que je donne de manière vraiment approximative, puisqu'aujourd'hui, vous savez, les chiffres ne sont pas encore arrêtés pour toutes les régions. 94 000 à peu près, c'est déjà un chiffre qui est très, très positif. Et déjà, c'est à peu près 8 fois le chiffre 11 000 qu'on aura. Donc déjà, on aura déjà une bonne marge de manœuvre pour avoir un nombre de présélectionnés qui va à peu près vers les 40 000, pour passer, bien sûr, l'examen à l'écrit, donc vendredi et samedi, avant de passer après 4 jours par la suite, passer à l'oral, donc un bon filtre en oral, pour essayer un peu également de vérifier qu'on aura vraiment les bons enseignants, les bons profils, les bonnes compétences. Et bien sûr, ils rentreront en service très probablement vers fin décembre. Ça sera difficile d'avoir ça. Donc on aura perdu quasiment un semestre. Mais c'est mieux qu'une perte d'une année scolaire. Monsieur El Hafi, vous voulez réagir à cette campagne de recrutement et à cette solution d'appoint envisagée pour sauver l'année scolaire? Monsieur Hieni vient de le dire. Je déplore bien sûr qu'une décision aussi capitale, aussi importante, soit prise pratiquement le tiers de l'année scolaire est passé. Donc, comme disait Silhiani, on prépare une carte scolaire. En principe, on commence, il y a des prévisions, mais on commence à préparer la carte scolaire pour l'année d'après en janvier. Donc, il y a d'abord le recensement qui donne une idée sur les effectifs, et puis on prépare une carte, on prépare les effectifs, les besoins, etc. Et là, il a fallu attendre les directives royales pour qu'on puisse prendre une décision. Alors que cette rentrée 1916, c'est une rentrée catastrophique. On a eu des effectifs, des surnombres qui n'ont jamais été connus, et là, c'est déplorable, tout simplement. Alors que déjà, pour les 7 000 postes qui étaient prévus, ils n'étaient pas suffisants. On a trouvé une autre solution pour que les gens démarrent en janvier, et il y a en plus cette décision qu'il va falloir gérer de toute façon. C'est bien d'avoir une décentralisation, c'est une très bonne chose, une très bonne initiative, mais moi, personnellement, ma lecture de cette réalité, c'est qu'il s'agit d'une astuce. Une astuce au niveau des AREF, il faut le dire. Voilà, c'est un établissement public. Il procède au recrutement des nouvelles recrues, c'est très bien. Mais il y a quelque chose d'implicite. Je ne suis pas très bien qualifié comme vous pour le saisir, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut le citer l'implicite, oui, pour une meilleure transparence. Oui, c'est ça, pour une meilleure transparence. Et là, je rejoins les concernés
qui ont manifesté, protesté contre cette manière ce genre de recrutement à la CDD de cette manière, parce que ça implique le fait qu'ils ne seront pas dans la stabilité au moment de l'exercice de leur fonction. Ça, c'est un problème. Et, vous parlez des enseignants stagiaires qui ont mené une grève. Non, lorsqu'ils seront recrutés, même ceux qui vont arriver, qui vont rentrer, ils auront quand même contester ce statut de CDD. Exactement, ils contestent ce statut de CDD parce qu'ils disent, voilà, si vous voulez qu'on soit vraiment dans la bonne fonction et on travaille correctement, il aurait fallu quand même qu'on soit stable. Il faut quand même garantir sur cette stabilité. Nous serons fragiles sur pas mal Vous pensez que les droits qui leur sont garantis ne suffiront pas? Ne suffiront pas. C'est bien de décentraliser, mais pourquoi pas ne pas, comme ils disent, pourquoi pas ne pas intégrer directement la fonction publique? Ça, c'est un point d'interrogation à clarifier de la part de Silhiani peut-être. Mais oui, je donne la parole je laisse M. Hadi terminer, ensuite M. El Hafi et vous pourrez répondre. Je n'ai pas encore terminé. Pour moi, jusqu'à maintenant, le débat s'est focalisé sur des questions techniques. Mais au niveau de la formation, profondément parlant, est-ce que c'est ça le système que nous voulons? Peut-être ça va venir cette question. Est-ce que c'est ça le système éducatif que nous voulons? Est-ce que c'est la pédagogie que nous voulons? Ou nous serons toujours dans un système éducatif déficient et stérile, ça il faut le dire. Et on a eu cette dichotomie entre, premièrement, ce genre de formation, et là je saute sur un autre point, c'est ce genre de formation dans les centres des métiers de l'éducation. Qu'est-ce qu'on a? C'était prévu, même le programme gouvernemental concernant les 10 000, c'était prévu pour le privé, pour les enseignements au niveau du privé. Mais le privé n'a pas été en mesure d'honorer les engagements de la fonction publique. C'est pour ça qu'ils ont refusé et ils ont dit voilà, ils se sont retournés à la fonction publique pour l'intégrer d'une manière, disons, entre guillemets, automatique de la part des concernés. Là, moi, je me pose plusieurs questions concernant, premièrement, la formation. Quelle formation? Silhiani l'a bien détaillé, mais moi, je pose la question dans le substantif, c'est-à-dire quel type de formation? Est-ce que nous allons revivre et vivre le même type de pédagogie exercée jusqu'à maintenant donner la même manière, la même procédure au niveau de l'enseignement aux élèves, ou on va, comme ce qui se passe actuellement dans le monde, et on a même voulu prendre comme modèle la Malaisie ou je ne sais pas, le Finlande et ainsi de suite, dont les systèmes sont développés et dont l'enseignement et la pédagogie est personnalisé et individualisé, suivant ce qui se passe actuellement. Là, on touche vraiment à un sujet qui mériterait à lui seul une autre émission, donc, qui est la formation pédagogique des enseignants et le modèle vers lequel on aimerait tendre. Voilà. Si on se limite seulement au côté technique, on ne va pas résoudre le problème. Je suis d'accord avec tout l'effort que le ministère déploie pour quand même... Mais ce n'est pas ça, à mon avis, la question qui se pose. Si on suit ce qui se passe actuellement au niveau international du point de vue pédagogique. Je m'excuse. Non, je vous en prie. Monsieur El Hafi, je vous laisse réagir et puis après on va parler plus largement des droits de l'enfant, puisque c'est le deuxième thème de la soirée. Monsieur El Hafi, allez-y. Moi, même pour la régionalisation, c'était prévu par la loi 05 depuis très longtemps que l'académie pouvait recruter des gens, etc. Maintenant, on commence peut-être. Mais moi, si la finalité de ces CDD et de rechercher la qualité qu'il faut pour un enseignement de qualité, je dis oui. Parce qu'avant, il y avait une formation beaucoup plus poussée. Il y avait une formation académique à la faculté et il y avait une formation parallèle, psychopédagogique, à l'école normale supérieure ou dans les CFI, etc. Et là, les gens, au bout de 4 ans, quand ils passaient le diplôme de sortie, ils allaient enseigner, il y avait certains qui ne réussissaient pas. Parce que l'enseignement, c'est un métier, il faut une formation, mais c'était aussi un art. Et cet art n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une vocation, surtout. Et c'est une vocation, un art
Il y avait des gens qui passaient le CAPES une première fois. Ils ne réussissaient pas. Passaient une deuxième fois. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, on avait 5000 personnes qui, du statut de stagiaire, sont devenues temporaires. Donc on a ouvert une 3e session pour ces gens. Puis par la suite, il y avait un cumul, une 4e session. Et par la suite, ces gens qui ne réussissent pas le CAPES dans les 4 sessions, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc en fait, c'est une solution d'appoint pour répondre à un problème urgent, mais ça ne fait pas l'économie d'une réflexion qui doit être menée sur la formation des enseignants. En quelques secondes, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle des droits des enfants. Alors, je vous laisse une minute. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'aujourd'hui, juste pour ne pas dire qu'il y a seulement l'opération 11 000. Non. Le ministère, il travaille maintenant sur la vision 2015-2030, que le Conseil supérieur a piloté pour élaborer, pour l'adopter. Aujourd'hui, dans la vision stratégique, il y a tout un projet sur la formation, sur l'architecture qu'il faut rénover, qu'il faut refondre. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de limites dans la formation initiale telle que se pratique. On a fait des progrès. Moi, je pose la question, est-ce que vous avez, mes collègues, une solution meilleure? C'est une solution qu'il faut optimiser au maximum. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La question de stabilité. Il y a un paradoxe aujourd'hui. La stabilité, ce n'est pas la fonction publique. Est-ce qu'on veut la décentralisation? Est-ce qu'on veut la fonction publique? Nous, on a fait le choix. C'est la décentralisation effective. Et c'est la stabilité dans les AREF. Ce n'est pas une fragilité, au contraire. Nous voulons s'inscrire dans l'avenir aujourd'hui. Et c'est le mode d'avenir aujourd'hui. C'est recruter au niveau de l'AREF, c'est bien formé, c'est bien encadré, et c'est chercher la qualité au niveau de l'AREF. Je pense qu'on va servir l'équité, on va servir l'équité, on va servir l'équité et la qualité. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur le Hafi, on va s'il vous plaît, messieurs, on passe à la suite. C'est un sujet sur lequel on sera amené à revenir, certainement dans les prochaines semaines. Et puis, c'est vrai que dans le cadre de la réforme, la question de la formation, de la qualité de l'enseignement est un des piliers dont nous reparlerons. Et la formation, comme ce que fait l'Observatoire, ça sauve, ça je le dis franchement, et donne quand même une certaine immunité à notre société. Contre la délinquance, contre les crimes, contre tout ce qui est déviant, contre toute déviance vis-à-vis de la société. Et puis la protection des filles qui souvent sont déscolarisées pour être mariées, s'il y a ici à l'augmentation des mariages des mineurs. Il y a un travail particulier en direction des jeunes filles. Oui, les jeunes filles en particulier, parce que justement dans la scolarisation, il y a une inégalité, si vous voulez, entre garçons et filles dans la scolarisation. Oui, au niveau du collège en milieu rural pour les jeunes filles, c'est moins de 58%, et quand on passe au lycée, c'est moins de 19%. Oui, justement. Donc, il y a des inégalités, une iniquité dans l'accès, dans la poursuite des études, parce qu'ils vont au primaire et ça dépend de tous les moyens, les infrastructures et les conditions de vie. Or, cette éducation doit se continuer. Pour nous, l'objectif, c'est que l'enfant, pendant toute sa scolarité, parce qu'on limite à 15 ans, et actuellement, nous, on passe non seulement à 15 ans, on augmente cette tranche d'âge qu'il faut sauvegarder. Oui. Et l'autonomisation des filles a été un challenge que l'Observatoire a voulu tenir jusqu'au bout. Et grâce à ces efforts, on a réussi à introduire un objectif des objectifs du millénaire qui est l'autonomisation des filles, la scolarisation des filles, éviter toutes les stigmatisations et les comportements, les mariages précoces, les violences, l'exploitation, etc. Lutte contre les petites filles domestiques. Bon, il y a actuellement une loi qui va s'appliquer et on était pour le fait que cette loi aille jusqu'aux jeunes filles de 18 ans. Et je crois que l'autonomisation de filles, c'est un levier de l'application de ces objectifs de développement du millénaire. Et qui a été rappelé notamment dans un rapport de l'ONU pour les populations récemment, l'importance d'encadrer les jeunes filles de 10 ans et l'impact économique à partir de 10 ans, tout à fait. Sur le développement des sociétés. Il y a un rapport énorme sur l'autonomisation des petites filles à partir de 10 ans. J'aurais aimé tous vous faire réagir sur le rôle de la société civile dans cette question du droit à l'éducation, mais professeur Al-Malki, je voudrais juste vous donner la parole pour la fin. Il nous reste une minute. Pour les deux annonces qui ont été faites lors du congrès de l'ONDE, notamment pour la violence et les familles d'accueil pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour terminer ?
Oui, justement, l'un des thèmes importants de cette 15e édition, c'est un engagement de tout le monde. C'est l'obligation de tous, si vous voulez, pour défendre les droits de l'enfant et veiller à son émancipation. Justement, donc il y a une plateforme interactive pour dénoncer les violences faites aux enfants? Absolument. Actuellement, il y a tout un signalement. Nous avons créé un centre d'écoute et de protection des enfants maltraités avec un téléphone vert depuis l'année 1999. Qui est ouvert avec un numéro qui était quand même à 8 chiffres, mais qui se termine par 2511, c'est-à-dire la journée internationale des droits de l'enfant. Et actuellement, ce numéro est raccourci et ce signalement est fait par voie d'Internet, par signalement. Il suffit d'avoir un smartphone ou une tablette pour lesquels qu'on a distribué aux enseignants, aux départements ministériels, à certaines ONG qui s'occupent d'enfants, aux assistantes sociales, dans les écoles elles-mêmes, à certains enfants eux-mêmes. Pour faire le signalement, il suffit de cliquer. C'est très très simple. L'enfant lui-même peut dénoncer une maltraitance, une exploitation ou même une négligence, parce que la négligence est un petit peu oubliée. Et même les enfants abandonnés, s'il y a quelque chose, on peut réagir, parce qu'il y a tout un ensemble d'avocats, de médecins, etc., qui s'occupent de ces problèmes-là. Samedi dernier, 2 conseillers du roi ont rencontré le chef du gouvernement, Abdel Ben Keren, pour l'encourager à trouver une issue à ces blocages. Comment interpréter cette intervention? C'est la première fois que le palais intervient directement. Le roi s'était contenté jusqu'à maintenant de faire un rappel à l'ordre dans son discours de Dakar le 6 novembre. Alors cette intervention, est-ce que ça signe que vraiment il faut siffler la fin de la récré et entamer des négociations pour sortir de la crise? Monsieur Saïdi? Cette intervention à travers les 2 conseillers royaux, elle vient à point justement pour essayer de presser le pas et de presser justement le chef de gouvernement désigné à se décider à former sa coalition. Maintenant, il faudrait revenir sur les raisons de ce blocage. Il faudrait aussi voir un peu ce qui bloque, ce qui fait que Ben Keren n'arrive toujours pas à former sa coalition. Et là, je pense qu'on y reviendra plus en détail. Monsieur Sidjari? Heureusement qu'il y ait cette intervention, parce qu'on était dans un flou absolument macabre. Personne ne savait qu'est-ce qui se passait, d'autant plus que toute cette crise, si crise il y a, était marquée par une opacité totale. Absence d'information, absence de communication. Les seuls éléments, les seules bribes d'information que nous avons, c'est que l'URNI ne veut pas les circulaires ne veulent pas, et que l'un tient. Il n'y avait pas de question de fond du tout. On ne savait pas sur quoi. Il y avait les négociations ou tractations, parce qu'il n'y avait pas de négociations. Pourquoi cette crise, on ne savait pas. Et paradoxalement, le chef du gouvernement était chez lui à la maison. C'est un spectacle. Puisque toutes les institutions sont bloquées en l'absence de la formation d'un nouveau gouvernement. Le siège de la primature n'est pas bloqué. On pouvait à la fois garder la noblesse de l'État, la discussion de l'État. On se réussit chez nous, on parle comme amis, on ne sait même pas de quoi il parle. Et là, c'est contraire à la Constitution marocaine de 2011, qui imposait le droit de l'information, le droit de la communication. Les citoyens ont été déroutés, complètement déroutés à ce point-là. Donc on verra sur le crise de... Monsieur Chegraoui. Oui, et surtout, il y a cette question de l'information, parce que par la suite, tout a été... Bon, la majeure partie des informations qu'on recevait, c'était dans la toile. C'était des informations générales. C'était via les communiqués des partis. Oui, et même les communiqués n'étaient pas vraiment clairs, parce qu'on avait des sortes de paravents d'informations à travers et de travers. Donc on ne savait pas qui a dit quoi, ni comment. Les seules informations qu'on avait, c'était généralement des fuites de par le PJD. Il y avait bien sûr certaines positions du parti de l'Istiqlal, certaines positions de l'USFP, du mouvement populaire et bien sûr du PAM. Le RNI était dans sa cuisine interne, dans ses affaires internes, et on ne savait pas ce qui se passait. Et le problème, c'est qu'il y avait tellement d'informations contradictoires, des dits et des non-dits, des non-voulus, et des messages qu'on s'envoyait en l'air. Au fait, c'était une sorte de discussion interpartisane, beaucoup plus interpersonnelle, beaucoup plus qu'une discussion politiquement correcte en ce qui concerne la réalisation de ce gouvernement. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de discussions sur un projet de gouvernement, sur un programme de gouvernement,
comme les électeurs marocains ont souhaité à élire ce gouvernement et à élire un chef de gouvernement qui a été choisi selon les procédures constitutionnelles. Donc c'était beaucoup plus ça qui gênait. Je pense que cette réunion, d'ailleurs, elle a boosté un peu les choses. Et on voit très bien que depuis le début de la semaine, les choses se sont accélérées. Et on voit quand même qu'il y a un grand nombre de souhaits, beaucoup plus positifs, de positivisme dans ces négociations. Et on voit très bien que même les langues se sont déliées d'ailleurs. On commence à voir un certain nombre d'acteurs qui ne parlaient pas avant, qui ont commencé à parler. Bien sûr, il y a eu d'autres circonstances qui pourront à même de faire changer la donne prochainement. Donc, alors, la réaction ne s'est pas fait attendre, effectivement, puisque ce début de semaine, dès lundi, M. Ben Keren a annoncé la reprise des négociations. Et puis le 24 décembre, c'est-à-dire samedi, juste après cet entretien avec les deux conseillers du roi, voilà ce qu'il a dit lors de son conseil national. Nous avons accueilli le message royal dans un esprit positif, c'est ce que vous venez d'évoquer, et responsable, et nous invitons les partis politiques concernés à collaborer pour le réaliser. Donc, c'est une invitation aux partis à collaborer. Est-ce que c'est les partis qui bloquent aujourd'hui? Non. Monsieur Sedjari? Non, ce ne sont pas les partis. C'est une culture politique à caractère national. Même si le RNI a posé des conditions, notamment le fait que l'Istiqlal ne soit pas dans le gouvernement. Il n'y avait pas de conditions politiques sur lesquelles qui se posait une négociation. Il y avait « je ne veux pas l'autre partenaire ». En l'occurrence, l'Istiqlal. En l'occurrence, l'Istiqlal. Mais les questions de fond n'étaient pas du tout abordées, ni appréhendées, ni même. Alors, le premier point sur lequel on pourrait discuter largement, c'est qu'après 5 années d'exercice gouvernemental, de l'activité gouvernementale, il me semble que le chef de gouvernement n'a rien appris au niveau de la conduite des négociations et des tractations. Moi, ce que je relèverais surtout, c'est qu'on a l'impression, de par l'équation électorale marocaine, qu'il n'est plus question d'idéologie ou de droite ou de gauche. On est passé au-delà. Ce n'est plus le critère de rassemblement. Absolument, puisqu'on le voit, techniquement, si on considère que le PPS, qui est un parti, rappelons-le, est l'ancien parti communiste marocain, est l'allié le plus fidèle du PJD, qui est un parti... Et qui a renouvelé son alliance avec lui. Donc on se dit bien qu'il n'est plus question d'idéologie, on n'est plus dans cette logique. Mais par contre, ce qu'on peut retirer comme leçon du scrutin du 7 octobre, c'est qu'on a les prémices d'une bipolarisation politique à travers le parti arrivé en premier qui est le PJD avec 125 sièges et le PAM qui est arrivé en deuxième avec 102 sièges. Tous les autres partis historiques notamment ont beaucoup perdu. Que ce soit l'Istiqlal, le RNI, le PPS, l'USFP, ils ont beaucoup perdu de sièges par rapport à leur score de 2011. Donc, on peut facilement imaginer que Ben Keren, le soir du 7 octobre, et surtout le soir du 10 octobre, quand il a été désigné par le roi pour former une coalition gouvernementale, s'est dit très simplement, d'ailleurs il l'a dit clairement, la seule ligne rouge c'est le PAM, et je voudrais avoir la coalition la plus large possible. Alors pour avoir une coalition très très large, je pense pas qu'il est aisé de donner des directives claires ou des orientations claires. Par contre, il a essayé de reconduire sa majorité en y ajoutant l'élément qui avait justement claqué la porte, qui est l'Istiqlal. Donc c'était un peu une tentative un peu utopiste, qui a été vite avortée, puisqu'on a vu que justement... on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'opacité, donc on ne savait pas vraiment si c'était Shabbat qui posait problème, si c'était l'Istiqlal qui posait problème. Donc en tout cas, il y a eu cette confusion des genres qui fait qu'on a eu un blocage pendant un certain temps. Il faut dire que le blocage, il fait partie, le blocage, en tout cas le temps que prend un chef de gouvernement pour former sa coalition, c'est quelque chose de traditionnel au Maroc. On se souvient même que Yousfi, en 1997, n'avait formé son gouvernement que le 3 mars, alors que les élections étaient en novembre. Donc c'est quelque chose d'assez régulier. Mais par contre, là, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit qu'on essaye à travers notamment les réseaux sociaux, on essaie de faire jouer des paravents communicationnels et on se retrouve dans un brouhaha où le citoyen marocain est complètement désorienté. Donc, ce que je pense, c'est que là, pour le coup, c'est un vrai apprentissage de l'exercice démocratique au Maroc, mais aussi une manière de faire des tractations plutôt que des négociations politiques.
Alors, sur cette confusion personne-parti, je rappelle juste aussi une autre intervention de Abdelila Benkiran lors de la tenue du Conseil régional du PJD le 20 décembre dernier. Voici, c'est une adresse directe au secrétaire général du RNI. J'appelle Aziza Khanouch à reconsidérer sa position concernant l'Istiqlal. Si le débat se contentait des personnes, je n'aurais aucun problème, mais virer un parti de la majorité n'est pas acceptable. Alors, est-ce que c'est un bras de fer? Qui va céder le premier? Alors, le grand problème, c'est que c'est une déclaration d'une seule partie de cette dichotomie assez incompréhensible. Le fait est que le RNI, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de déclaration claire et nette. Dans l'ensemble des réunions qu'a fait Aziz Khanouch, et Dieu sait qu'il a bien tourné au Maroc, comme il a tourné à l'extérieur, chaque fois il disait, moi ce qui m'intéresse, c'est la reconstruction du parti. Et même ces messages concernant les adhérents, les militants de son parti, c'était beaucoup plus des questions internes. On ne sait pas ce qui se passait vraiment à l'intérieur de la famille, mais c'est juste une position. Et le fait est qu'on a une seule source d'information qui n'est pas totalement claire. Et surtout, moi, d'ailleurs, cette question de toile est très importante parce que c'est de l'information et de l'information contradictoire sans analyse, sans vraiment être sûr de qui a dit quoi et comment. Et surtout la manière, parce que moi, j'aimerais bien écouter directement monsieur le chef de gouvernement ou un autre leader de parti faire une déclaration en bonne et due forme afin que je puisse l'interpréter à mon escient. Mais le problème, c'est que j'ai toujours des intermédiaires qui interprètent à ma place ou à la place de tous les électeurs marocains l'information qu'on a distillée, mais convenablement. On n'a pas une information de première main. Et le fait, c'est que cette information qu'on distille à travers les réseaux sociaux est aussi un jalon dans toutes ces tractations. Ça fait partie de toutes ces tractations, parce que les tractations ne se sont jamais arrêtées. Il y a toujours eu des contacts, des contre-contacts. Il y a toujours eu des contacts. Ça ne s'est jamais arrêté. Et on voit bien. Alors, on a un parti, c'est le PJD, à travers toute une armée, une sorte de brigade de réseaux sociaux, des journaux pour et parfois contre qui interviennent. On a le parti de l'Istiqlal avec principalement son secrétaire général, M. Chabat, qui intervient à travers un certain nombre de déclarations et parfois on ne comprend pas très bien vers qui elles sont destinées, parce qu'il y a l'historique, il y a le local, l'international, parfois l'organisationnel interne, et puis il y a les autres partis, on ne les entend pas, principalement ceux qui étaient en tractation, je ne parle pas du PAM, des partis qui sont en tractation, par exemple l'USFP, pour ou contre, c'est toujours des déclarations vraiment pas très claires. Le RNI, oui, je veux faire partie, mais ce mais, on ne l'a jamais expliqué convenablement. Le mouvement populaire, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'un retour du mouvement populaire, mais quelle était l'ancienne position? Est-ce que ça a toujours été en négociation à l'intérieur de cet appareil? Et puis, les autres petits partis, certes, un ou deux voix, mais quand même, il y a eu une négociation, comme a dit Sedjari. Monsieur le chef du gouvernement, il a ratissé vraiment très large. Il a discuté même avec, il a discuté avec tout le monde, presque, sauf peut-être avec le PAM. Dieu sait, même avec le PAM, parce qu'on a vu certaines sorties de certains acteurs du PAM qui étaient à l'encontre de son secrétaire général. Le PAM également, qui a refusé l'invitation du chef du gouvernement. Mais quand on lit la presse, c'est-à-dire, et surtout les acteurs politiques du PAM, on voit parfois qu'il y a un certain nombre de contradictions à l'intérieur. Donc il y a eu débat, ça c'est sûr. Comment et pourquoi et dans quel sens, on ne le sait pas.